Aouz billahi mina shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, Allah Rasoulillah, amis téléspectateurs, bienvenue à l'invité d'Al-Bayan. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir l'un des brillants ingénieurs africains vivant aux États-Unis depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, nous parlons de révolution technologique. Comment l'Afrique va amorcer véritablement sa révolution technique. Djibril Diabaté Gabriel, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Al-Bayan. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'un des rares intellectuels et ingénieurs africains qui exercent aux États-Unis et dans le monde. Et vous avez à votre actif de nombreuses publications et un ouvrage du nom de L'Afrique et développement, où sont passés nos intellectuels. Et vous avez travaillé dans beaucoup de projets au niveau des ordinateurs, etc., etc. Mais de savoir que l'Afrique a une telle potentialité et un fils qui est de l'autre côté, n'est-ce pas une responsabilité, Djibril Diabaté? Bon, je vous dis merci, M. Koïta, Elad Koïta. Bon, il y a beaucoup d'Africains de la diaspora. Hein, donc, moi, je me considère comme un apprenti. Parce que je me suis toujours dit que le jour où je vais prendre ma retraite, c'est ce jour où je vais considérer que j'ai un diplôme. Donc, j'apprends et je continue d'apprendre. Donc, voilà un peu. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un MPI. Ouais. Ça veut dire que vous êtes dans le cercle très restreint d'ingénieurs qui donnent les certifications. C'est une lourde responsabilité. Bon, une lourde responsabilité par rapport au projet. Lorsque un pays, quand on fait un concept, alors ça dépend de quel pays vous avez, alors vous êtes obligé de certifier. Donc c'est une responsabilité et il faut d'abord connaître ce que vous devez certifier. Parce qu'en cas d'accident, vous êtes responsable. Donc oui, on se débrouille, on est toujours à l'école. Que votre modestie puisse en souffrir parce que vous revenez tout fraîchement des États-Unis, vous étiez récemment au Japon, vous m'avez même dit en off que vous étiez en Malaisie et récemment. Alors, on va parler de l'Afrique, notre continent, le plus beau continent du monde, mais malheureusement qui n'a pas encore amorcé son développement. Qu'est-ce qui coince au niveau de la révolution industrielle de l'Afrique? Bon, Monsieur Djibril. Merci. D'abord, il faut repartir en arrière. Et souvent, on vous parle de développement. Quand on vous parle de développement, et on se pose la question pourquoi l'Afrique est en retard. Bien sûr. Mais finalement, l'Africain a toujours commencé à construire par le toit avant d'aller à la fondation. Donc du coup, et comment je peux expliquer, le développement africain, c'est comme un avion, c'est-à-dire avant que l'avion prenne son envol, il doit rouler pendant 1000 mètres avant de voler. Mais l'Afrique, après avoir fait ces 1000 mètres, au lieu que notre avion prenne l'envol, on s'est retrouvé dans un rond-point. Donc depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on est dans le rond-point, puisqu'on n'a pas une GPS qui nous dit exactement quelle est la route du développement, donc on reste dans le rond-point. Donc voilà un peu le problème africain. Mais il y a un penseur français qui disait, je cite, que l'Afrique est mal partie. En le disant, avait-il raison? Il avait raison parce que et que l'Afrique est mal partie parce que nous, comme je disais tout à l'heure, le développement c'est une logique. Donc il faut aller par la logique. Mais lorsque on veut faire ce qu'on appelle reverse logique, ça veut dire que nous n'avons pas compris qu'est-ce que veut dire développement. C'est ça. Bon, le développement, personnellement, je dis que le développement n'est qu'industriel. Parce que tous les pays développés au monde, ce n'est que des pays industrialisés. Il n'y a aucun pays qui est développé sans industrie. Et le premier pays développé au monde, c'est l'Angleterre. L'Angleterre s'est développée par la révolution industrielle. La France, l'Allemagne et les États-Unis ont copié le modèle anglais et puis ils sont développés. Le Japon, en 1929, les Toyota sont sortis d'une voiture, une Ford achetée par les Japonais et qui est devenue la Toyota aujourd'hui. Donc, l'Africain veut refaire la route. On ne refait pas une route qui marche. On veut, je prends un exemple.
les Français te diront que c'est eux qui ont inventé l'avion. C'est ça. Les Américains te disent que c'est eux qui ont inventé l'avion. Mais bizarrement, les deux avions se ressemblent. Ils ont les mêmes technologies. Donc ça veut dire que ou c'est les Français qui ont copié les Américains, ou les Américains ont copié les Français. Donc les Africains doivent faire quoi? Mais on copie. C'est tout. C'est la seule façon. Pour qu'on se développe là, il faut copier. Parce que les recherches coûtent de l'argent. Nous n'avons pas ces moyens. Si le Japon devait rechercher, la Chine devait rechercher, ils allaient rester saqués comme nous sommes aujourd'hui. Mais pourtant, vous allez, par exemple, en Malaisie, qui avait le même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. En 1960. En 1960. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour nous? C'est parce que nous avons laissé d'autres personnes qui ne sont pas africains de penser à notre développement. Mais quand tu dis à quelqu'un de décider ce que toi tu dois manger à la maison, tu vas manger ton totem. Donc c'est exactement le problème. L'Africain a mangé son totem. C'est comme actuellement, parce que l'Ukraine ça ne va pas, nous tout est bloqué. Voilà. Alors qu'au départ, personne ne connaissait même le nom de l'Ukraine. Mais du coup, on nous dit que le pain doit augmenter parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais pourtant, nous avons tout. On a tout ici. On n'a pas besoin vraiment du pain de l'Ukraine. Mais est-ce que, quand on vous écoute, est-ce que les discours un peu entre griffes, panafricanistes qui amènent les Africains à, soi-disant, à se réveiller de leur léthargie, n'est pas un frein à cette révolution-là qu'on doit mener? Parce que trop de discours aussi, souvent, nous met en retard. Bon, je comprends, mais pour nous, Africains, le développement, c'est le développement. Il faut aller, parce que, bon, on parle de la démocratie, on parle de ceci, on parle de cela, mais il n'y a pas de démocratie en Chine. La Chine s'est développée. Absolument. Il faut mettre les gens au travail. Il faut qu'ils travaillent. Mais seulement, quelle serait la responsabilité de ceux qui nous dirigent? C'est ça. Sinon, le développement, c'est simple. C'est une voie qui est là, on emprunte, on s'en va. Quand vous allez à Djamé, il y a la route, vous allez à Djamé. Mais pourquoi vous voulez forcément créer une route dans la broussaille pour aller à Djamé? Donc vous n'allez jamais arriver à Djamé. Donc le développement, c'est exactement ça. Alors, quand vous faites le diagnostic, ça fait que vous êtes avec vos amis indiens, vos amis américains, vos amis malaisiens, vos amis japonais, chinois, etc. etc. Quand de là vous faites le diagnostic, est-ce que notre beau continent, l'Afrique, va dans quelques années s'industrialiser? Est-ce que vous avez cette conviction? Bon, il y a la volonté, mais le mécanisme à aller au développement n'y est pas. Mais la volonté, encore. Pas encore. Bon. Et j'étais avec, il y a le ministre, l'ancien ministre japonais des Affaires africaines, qui disait que je vais parler aux Africains, que nous, Japonais, on s'est développés à partir de rien. Donc, et en 1950, le Japon était le pays le plus endetté même auprès de la Banque mondiale, mais ils sont allés bien, ils se sont développés. Et comme je disais, l'Afrique, on dormait, ok? On dormait en 1960. Maintenant, on est dans un coma. C'est-à-dire, on dormait, le sommeil est devenu le coma. Donc voilà pourquoi nous sommes... Monsieur Djibril, mais n'oubliez pas qu'avant 1960, nous avons les mains scellées, qui est la colonisation. Ok. Je comprends. Même quand on a... Mais tous les pays qui sont développés, chacun avait le même problème. Hein? Même si on est coincé, mais tout le monde ne peut pas être naïf. Hein? Même si nous, on sait que nos gouvernants, souvent, ils sont coincés, nous-mêmes, on le sait. Mais il y a des élites qui peuvent vraiment se sortir de tout ça, de laisser la bureaucratie, se mettre sur les chantiers, travailler, développer, pour qu'on arrive au développement. Les Chinois sont passés par là. Pourquoi nous? Parce que le Chinois n'est pas plus intelligent que vous. Oui. Donc, le Japonais ni l'Américain, tout le monde, on est même chose. Mais quand vous dormez, moi je travaille. Mais c'est normal que je vais réussir. Donc ça veut dire que la clé du succès, c'est le travail. C'est le travail. Donc vous ne pensez pas, quand on regarde, quand je pose la question, qu'il n'y a même pas de prémices, ça veut dire que nous les Africains, on ne travaille pas assez. L'Africain veut avoir le paradis sans mourir. D'après un artiste très Voilà. connu en Côte d'Ivoire. Parce qu'on travaille pour subir à tes besoins. Mais si tu ne travailles pas, mais les gens demandent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci. Voilà. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre travail et emploi? Merci. Même ceux qui ont le travail,
ils ne prennent pas leur travail au sérieux. Ça, c'est vérifié partout. Vous allez dans les bureaux même, les gens ne sont pas à l'heure au travail. Hein? Ça, c'est un. Parce qu'on ne peut pas accuser tout le monde, on ne peut pas accuser les gouvernants chaque fois que c'est eux. Non, nous-mêmes, on a une responsabilité dans notre État. Mais par contre, nous gouvernants, et, par exemple, quand vous parlez d'industrialisation, l'Afrique ne peut pas se développer comme l'Angleterre, ni les États-Unis. Mais l'Afrique commence les choses toujours, tout ce qui est nouveau, l'Afrique est dedans. Je prends l'exemple des nouvelles technologies. C'est ça. Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont ses limites. Ça, c'est vrai. Quand on a vu les nouvelles technologies, on a vu déjà des ministères des nouvelles technologies. Alors que le monde, il n'y a que les anciennes technologies qui ont développé le monde hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Les nouvelles technologies devaient être plutôt un booster pour nous envoyer au développement rapidement et minimiser les erreurs. Maintenant, quand on voit l'Asie, je prends l'exemple du Japon, et puis de la Corée, de ces pays. La Corée du Sud. La Corée du Sud. Ok. Avant l'arrivée des nouvelles technologies, bon, moi je peux en parler puisque quand j'ai rentré aux États-Unis, personne n'avait Internet. Personne. Donc, l'Internet, on a été quand même témoin de l'arrivée de l'Internet. Mais du coup, tout le monde, on ne peut pas se développer sans Internet. Alors que l'Internet, c'est le virtuel. Hein? D'abord, moi, quand je suis au travail, je vais sur Internet que pour regarder des dossiers, mais pas aller m'amuser Facebook. Je n'ai pas ça. Donc, je veux dire que l'Asie a fait une reconversion. La reconversion, c'est quoi? C'est que avant l'arrivée de l'Internet, eux, ils avaient déjà une industrie électronique. Donc, quand l'Internet est arrivé, ils se sont dit, ah, mais puisque nos Walkman qui marchaient sur des CD et que on a pris les logiciels maintenant pour faire les MP3. Donc, et aussi les modems à l'époque de choses d'Internet, ils ont reconverti leur industrie électronique hein, et puis adapté aux nouvelles technologies. Donc, eux, ils ont une industrie. Mais nous, on n'a pas d'industrie. Ils se sont réadaptés. Ils ont fait la reconversion. La reconversion. Mais nous, puisque ça nous est trouvé, on n'avait rien. Puisqu'on n'avait rien, mais on va acheter, on avance. Voilà un peu ce qui nous a... Pourtant, on a tout pour arriver à pour arriver comme un Malaisien. Voilà. Mais est-ce que ça, en vous écoutant, ça veut dire qu'il faut avoir une démarche? Voilà, la démarche, c'est que nous voulons nous industrialiser. Ça, c'est impossible. Enfin, quand il dit impossible, peut-être des intellectuels diront que oui, mais qu'est-ce qu'il lui parle? Le commencement pour nous doit être la délocalisation industrielle. Ça veut dire quoi? Voilà. Et je prends un exemple concret. Supposons que nous avons 1 million de chômeurs. 1 million de chômeurs. Si le gouvernement devait débosser 2 millions par chômeur d'aller faire un business, il n'y a que peut-être 10% ou 5% de ces 1 million qui vont réussir. Le reste, là, la moitié va chercher à aller dans les pays développés. Ouais. Et le reste, ils vont régler les problèmes des familles avec. Donc, du coup, le gouvernement va se retrouver encore à un commencement. Mais pourtant, si on prend, c'est-à-dire d'abord 2 millions par 1 million, ça fait 2000 milliards. 2000 milliards. En France CFA. En France CFA. L'État n'a pas cet argent. Mais par contre, l'État peut prendre seulement que 100 milliards, 200 milliards, mettre dans un fonds et attribuer à des compagnies qui délocalisent vers nous. Aller vers eux, de les délocaliser ici et les donner du travail. En sorte que quand un Ivoirien travaille, il contribue à payer une taxe qu'on appelle la taxe de la délocalisation. Tu dois payer ça indéfiniment, en sorte que le gouvernement peut réinjecter cet argent et délocaliser d'autres industries. Maintenant, une fois cela est fait, le transfert des technologies suit ça en même temps. Parce que quand tu délocalises, la Malaisie est un exemple qui a été le premier pays du tiers-monde à avoir la capacité technique et technologique de pouvoir faire un silicon wafer. Voilà. Mais pourtant, ils ont négocié auprès des Américains, envoyer une industrie chez nous qui va tout simplement faire la cassure des wafers. Lorsque l'industrie a investi là-bas, ils disent non, on veut la fabrication même. Donc du coup, ils ont cette technologie.
Mais nous, on n'a pas fait ça. Nous, on attend que les compagnies viennent. Et quand, surtout, voilà, surtout on nomme le mot aider. aider. Parce que quand une compagnie arrive ici, la première chose, est-ce que j'ai un marché local? Mais la délocalisation, nous n'en voulons pas même qu'une compagnie vienne ici fabriquer et vendre. On veut les délocaliser ici, juste utiliser notre main-d'œuvre et faire partir leurs produits dehors. Vous suivez l'invité d'Al-Bayan, vous voyez, c'est tellement passionnant ce que M. Djibril Diabaté Gabriel dit sur la révolution technologique, surtout la révolution technologique en Afrique. Et il a pris l'exemple de plusieurs pays qui sont partis de rien pour mener cette révolution, en pensant bien évidemment à la Grande-Bretagne pendant le XVIIIe siècle, la France, l'Angleterre, et sans oublier la Chine et le Japon. Il y a une autre question sur laquelle nous discutions en off, c'est l'employabilité de la jeunesse, notamment ceux issus de nos écoles confessionnelles, ceux qui ont appris entièrement le Coran. Il y a une solution pour eux. Il y a une solution et je vais d'abord... moi, le livre, quand j'ai commencé à éditer le livre, ça a retardé. Mais c'était en 1993 que l'idée m'est venue. Je rappelle que vous avez fait l'école coranique aussi. Hein. Un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà, un tout petit peu. 90% de ceux qui font l'outil informatique, c'est des gens qui n'ont qu'un niveau CM1, CM2. 90%. Je le dis parce que c'est pas que je vais sur Facebook ou lire. J'ai travaillé dans l'industrie du semi-conducteur. Que ce soit Intel, que ce soit IBM, que ce soit dans tout le microelectronic lab. Travaillé pendant 6 mois dans Hong Kong, University of Science and Technology, le microelectronic lab. Parce que les têtes de lecture, d'abord, des disques durs. Sur un wafer de 5 inches. Wafer, c'est quoi? Wafer, c'est, on appelle ça peut-être sodium plate ou solution. Bon, je ne connais pas le mot en français, mais quand vous entendez la Silicon Valley, les wafers, c'est les silicones. C'est ces silicones, on prend pour faire les circuits intégrés. D'accord. Donc, cette tête de lecture, c'est tellement petit que quand on demande à un robot de récupérer, souvent ça tombe. Et souvent, ça tombe au mauvais côté. Donc, on a besoin de la main-d'œuvre pour les placer et faire le procédé. Donc, 80, je sais, par exemple, à Sig, en Malaisie, il y avait 7000 employés. 7000 employés. Donc, les Malaisiens envoyaient des Indonésiens pour venir travailler chez eux. Donc, nous, on a des jeunes ici qui ont niveau 3e, hein, qui savent lire et écrire et qui sont plus diplômés que c'est ceux qui travaillent. Parce que l'outil informatique, c'est ceux, les ingénieurs qui font la conception. Après la conception, le procédé là, c'est la main-d'œuvre en masse. Voilà. Donc, comme c'est en masse là, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, voilà des industries, hein, qu'il faut délocaliser. Mais pourquoi on délocalise? Vous êtes chez vous à la maison. Si je vous déplacez pour aller chez moi, mais qui doit payer le transport? C'est l'État. Voilà. Il faut que l'État prenne ce fonds, demander à des compagnies de délocaliser chez nous, mais nous payons vos délocalisations de venir. Mais en contrepartie, on vous attribue 2 milliards. Je prends un exemple. On vous attribue 2 milliards pour délocaliser, mais en contrepartie, vous engagez 2000 Ivoiriens. C'est comme si l'État avait prêté 1 million ou 2 millions à chaque Ivoirien qui travaillait. Et ceux-là, ils vont contribuer à payer la taxe indéfiniment, puisqu'ils travaillent dans une zone délocalisée. Et l'État rentre en possession de son argent. Mais si nous dormons ici en disant, bon, je ne vais pas aller en Afrique, en disant qu'on va se développer, on va s'industrialiser, on n'est même pas sur la voie du développement. On est sur la voie de la consommation industrielle. On devient des consommateurs, des éternels consommateurs. Mais est-ce que aussi il faut également des fous comme vous, en griffe, ça veut dire des rêveurs, également des entrepreneurs qui peuvent amorcer également ce développement en donnant le ton. Parce que quand on regarde l'histoire également en Angleterre, il y a eu des grands inventeurs. Bon, en fait... C'est vrai qu'on doit copier, on doit se rien. Moi, par exemple, bon, je suis
je ne suis pas un grand entrepreneur. Je suis ingénieur, je travaille pour 5 corporations. Et si je dois venir, par exemple, en Côte d'Ivoire, je ne veux pas venir ici pour dire que je cherche travail, ça c'est clair, ça c'est fini. Mais par contre, si c'est pour coacher des enfants, hein, mais il faut que les moyens suivent. Il faut que l'État mette ses moyens, des structures où beaucoup d'Africains peuvent venir aider. Mais si on doit faire quelque chose, les démarches sont tellement difficiles pour toucher tel ministre, le ministre même pour voir la secrétaire du ministre, c'est un problème. Donc ce temps-là, vraiment, je pense que c'est compliqué. Inch'Allah. Alors on va aller maintenant pour la solution. Comment maintenant notre ce beau continent qui est l'Afrique, les solutions. C'est vrai, vous avez donné quelques pistes en faisant du benchmark, c'est-à-dire regarder ce que les autres font et puis continuer. D'autres solutions, selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire? La première solution, quand on parle d'industrialisation, il faut l'électricité. Voilà, il faut d'abord l'électricité. Et nous, je vois même dans les écoles où il y a des programmes maintenant des énergies renouvelables. Moi, un Américain ne va pas venir me voir ici, il faut mettre panneaux solaires. Parce que j'ai cette réponse pour lui. Un Français ne peut pas venir me dire il faut mettre panneaux solaires, ou Japonais. J'ai la réponse pour eux. Parce que la Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire a un peu d'énergie. Nous, on donne au Mali, au Burkina, etc., on a un peu d'énergie. Mais la Côte d'Ivoire n'a que 3000 mégawatts d'électricité. En réalité, c'est de l'électricité pour s'éclairer. Parce que 3000 mégawatts, on a la même population, même densité que la Malaisie, par exemple. La Malaisie a 85 000 mégawatts d'électricité. Entre 3000 et 85 000. Qui a l'électricité du développement industriel? C'est eux. C'est la Malaisie. Voilà. Donc nous, on doit produire charbon, n'importe quoi qui peut gaz, même si ça pollue. Mais on est dans la lutte contre la destruction du... Non, voilà où je ne suis pas d'accord. Mais voilà, en Europe, il y a des centrales de charbon qui commencent à fonctionner. Parce que l'Allemagne seule produit, émet plus que l'Afrique. D'abord, on produit, parce que le ciel n'est pas fermé pour dire que quand ça pollue aux États-Unis, ça reste là-bas. Et ils nous contaminent. Donc ça veut dire que c'est un combat qui est biaisé. On produit, on n'a qu'à produire l'électricité pour notre développement. J'ai un proverbe africain qui dit, nos grandes mamans disaient, on dit que quand la grand-mère te dit que le monde finit demain là, elle-même serait dans ce monde qui va finir. On n'a qu'à produire l'électricité, faire marcher nos industries. Parce que quand tu vas vers les industries délocalisées dans nos pays, la première chose qu'on vous dit, que vous n'avez pas d'électricité. Est-ce que tu comprends? Donc, on produit, parce que si nous, on n'a pas d'électricité, ça veut dire quoi? Eux qui ont l'électricité, les industries vont aller chez eux. Bien sûr. Voilà, donc, produisons l'électricité. Si on pense que le monde doit finir, on va s'asseoir à table, nous tous, on va poser les conditions, comment il faut contrôler la pollution. Alors, deuxième solution, on est presque vers la fin de cette entretien. Voilà. Deuxième solution, je vois un peu nos déchets ici, par exemple. Les déchets qu'on ramasse à la maison, dans les maisons, ça c'est de la richesse. Mais il faut que l'État arrive à convertir ces déchets pour devenir de l'argent. Je pense que ça a commencé, parce qu'il y a un centre de voilà, bon, machin, voilà. Si ça a commencé, c'est encore bon, mais je dis, ce n'est pas un centre seulement qui suffit pour la Côte d'Ivoire, ou bien pour... D'enfouissement. Voilà. Il faut traiter ces déchets, créer de l'emploi, créer des engrais venant de ces déchets, alimenter des centrales pour générer de l'électricité. Et comme ça, le travail, je pense que tant qu'on a l'électricité, les industries vont venir, on peut les délocaliser et le pays va s'en sortir. En tout cas, je pense que vous êtes optimiste quant à l'industrialisation de notre continent, l'Afrique, et de tous les pays africains. C'est vrai que les choses tardent à venir, mais nous restons toujours confiants. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Monsieur Djibril, je rappelle que vous êtes ivoiro-américain. Depuis près de 30 ans, vous vivez aux États-Unis. Vous êtes PI, qui est un cercle fermé des grands ingénieurs aux États-Unis.
Et vous travaillez dans... Monsieur Petit. Que votre modestie puisse en souffrir. Alors quel appel voulez-vous lancer à toute la jeunesse africaine? Voilà. Ce que je veux dire, par exemple, à nos frères, apprenez, ne dormez pas, lisez surtout. Comme je disais, un sage disait que lorsqu'on veut cacher quelque chose d'africain, il faut écrire tout simplement. Quand tu écris, parce que l'Africain ne lit pas. Donc apprenez, c'est-à-dire tant que, quel que soit le métier qu'on a, il faut aimer son métier, il faut travailler, mettre du sérieux dedans. Tant que vous mettez du sérieux dedans, à la fin, vous allez trouver une porte de sortie. Inch'Allah. Ouais. Merci beaucoup. Et nous, notre religion, la première, pour ne pas dire le premier mot qui a été demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, qui veut dire lire. Oui. Donc cela convient avec vous, que si nous lisons, nous allons réussir. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Djibril Diabaté Gabriel, je pense que votre calendrier est hyper chargé. On aura l'occasion de vous recevoir dans d'autres émissions sur la télévision Al Bayan. C'est la fin de cet entretien avec Djibril Diabaté Gabriel, qui est PI, qui vit depuis près de 30 ans aux États-Unis. On a parlé de la révolution industrielle. C'est un objectif pour toute la jeunesse africaine. Nous disons tout simplement que le monde est vieux, l'avenir sort du passé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.